Franck Ferrand, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation des prêtres du Padre Blog. Alors avec vous, on va parler d'histoire. Oui, généralement je parle d'histoire. Et vous racontez que votre découverte de l'histoire, vous l'avez faite grâce à l'école primaire, grâce à une institutrice. Oui. Je suis un enfant du service public, il faut le dire, et c'est d'autant plus important de le souligner aujourd'hui, puisque je crois que l'école perd de plus en plus cette vocation-là, l'école publique. Moi, j'avais une institutrice qui, effectivement, quand j'étais en CE1, CE2, nous nourrissait littéralement de l'histoire. Elle fermait les rideaux de la classe, elle projetait c'était même pas des diapositives, c'était des rhodoïdes, vous savez. Et elle nous racontait la bataille de Bouvines ou la cour de François Ier. Et pour moi, c'était des moments quasiment extatiques. J'avais l'impression d'entrer dans un autre monde. Et l'histoire, dans mon esprit, c'est à ce moment-là identifié à une forme de rêve. Et ça n'a jamais changé d'une certaine manière. Et finalement, vous, après, vous êtes rentré dans cette même dynamique en étant à votre tour transmetteur. Je suis devenu conteur à mon tour, ou passeur d'histoire, comme disait Alain Decaux. Oui. Excellent. Passeur d'histoire, on va en parler, du coup, maintenant en évoquant ensemble ce thème de la mémoire, mémoire des hommes, mémoire de l'homme. Je crois que la mémoire est à distinguer de l'histoire. C'est très important de faire cette distinction. L'histoire, bon, c'est d'abord une discipline universitaire sur laquelle je ne m'appesantirai pas, mais c'est aussi, d'une façon plus générale, une étude. C'est une enquête. Histoire, ça vient du grec historia, c'est l'enquête. Ça, c'est mon domaine, si je puis dire, et c'est ce qui me passionne. Et puis, il y a ensuite l'utilisation que la société, que la politique, qu'un certain nombre d'institutions peuvent faire de cette histoire, de ce passé, pour lui donner une résonance actuelle et pour lui conférer une dimension politique. Ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire. Et ça, pour tout vous dire, moi, ça ne m'intéresse pas. On a l'impression que les gens d'aujourd'hui n'étudient plus l'histoire, ne savent plus grand-chose des grands personnages, des dates. Et même aujourd'hui, il suffit d'aller sur Wikipédia pour avoir rapidement une leçon d'histoire ou un exposé. Pourquoi c'est important de transmettre l'histoire, d'enseigner l'histoire aujourd'hui ? C'est une question de profondeur et de relief. Vous savez, moi qui suis passionné par ailleurs d'histoire de l'art et de peinture, en l'occurrence, il faut qu'une toile ait du relief, du contraste. Si tout est plat, si vous êtes dans un aplat, vous perdez l'âme des choses. Je pense que l'histoire nous offre une profondeur, un recul. Elle est un moyen d'augmenter notre espace mental. Augmentée, on dirait, oui. C'est une réalité augmentée. Voilà, c'est assez bien ça finalement. Et du coup, il faut la transmettre pour donner du relief à l'aujourd'hui et à demain. Oui, et puis à hier aussi. Oui. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas, vous savez, c'est la devise d'Historia, le magazine, qui dit connaître le passé pour comprendre le présent et imaginer l'avenir. Je ne suis pas sûr de ça. Je pense que connaître le passé pour comprendre le présent, pour comprendre le passé et imaginer le passé, ça n'est pas inintéressant non plus. Nous ne savons pas de quoi l'avenir sera fait par définition. J'espère, parce que c'est le but de chacun, et je pense que vous êtes évidemment encore bien mieux placé que moi pour le dire, c'est le présent qui nous anime, il faut être dans le présent par essence, mais je trouve que le passé, parce qu'il existe, parce qu'il est incontestable d'une certaine manière, et parce qu'il nous offre des champs de référence presque infinis, nous offre une sorte de refuge. C'est un repos pour l'âme, le passé. Et l'histoire ne doit pas être uniquement un moyen de comprendre le présent ou l'avenir, c'est aussi un moyen de voyager dans le passé. Et ce voyage, du coup, on doit le faire dans toutes les directions, sans éviter certains lieux. Enfin, je pense à la question des tabous historiques aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que tous les lieux peuvent être visités, peuvent être ouverts ? Bien sûr, bien sûr. Tout doit être étudié, ça j'en suis absolument convaincu. Je ne pense pas d'ailleurs que ce soit la matière qui pose problème, c'est plutôt la manière de la traiter généralement. Et ça tient au fait que nous sommes dans un pays idéologique. La France l'a toujours été. Après tout, nous sommes dans le pays de la Sorbonne et de la scolastique, que voulez-vous. C'est-à-dire qu'on vous demande toujours d'où vous parlez, dans quel contexte et pourquoi dire. On se soucie moins du sujet lui-même que de la manière d'en parler. Ça, c'est très français. Dès que vous allez dans des colloques, pour ce qui me concerne en Belgique ou en Suisse, parce que je suis francophone, mais d'une façon plus générale, quand vous allez dans des colloques à l'étranger, j'étais en Tunisie il y a quelque temps, vous vous rendez compte que la parole est beaucoup plus libre et qu'on se soucie beaucoup moins d'idéologie. En France,
Dès que vous ouvrez la bouche, on cherche tout de suite à savoir qui vous êtes, de quelle tendance politique, et pour faire advenir quel type de vérité. C'est la limite totale de notre pays. Hein. C'est un véritable problème. Je pense que nous ne changerons pas la France et les Français, ça fait des siècles que ça dure. Et justement, dans la campagne électorale aujourd'hui, on voit certains candidats qui disent il n'y a pas de culture ou d'histoire française, d'autres qui parlent d'un roman national. Oui, entre parenthèses, celui qui a dit ça, c'est Emmanuel Macron. Je suis sidéré pour avoir eu l'occasion de parler avec lui un certain nombre de fois. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant, intéressant, qui connaît très bien l'histoire, et même sur le bout des doigts. Je suis sidéré qu'il puisse dire, un, qu'il n'y a pas de culture française, et deux, pire encore, que l'art français, il le cherche. Mais s'il le cherche, qu'il vienne me voir, je lui montrerai où il se trouve. Je voudrais maintenant, vous avez affaire à des prêtres qui vous interrogent, qui ne sont pas journalistes, qui sont prêtres de terrain, curés de paroisse. Je voudrais aller plus en avant peut-être sur la présence de Dieu dans l'histoire. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il vous est arrivé, en regardant ce vaste panorama que vous connaissez mieux que nous, panorama de l'histoire des hommes, panorama de l'histoire de France, est-ce qu'il vous est arrivé de penser que Dieu pouvait être présent dans l'histoire? Bien sûr, je suis un élève, si l'on peut dire un disciple lointain, parce que je n'ai pas eu la chance de le rencontrer, d'Arnold Toynbee, qui a écrit son énorme somme Study of History, vous savez, l'histoire en français. C'est 9 volumes très importants sur l'ensemble de l'histoire de l'humanité, une grande histoire comparée, comme on savait le faire dans les années 30. On aimait ça encore. Aujourd'hui, chacun est dans sa spécialité et dans sa chapelle, si je puis dire. Toynbee essayait de trouver quel était le dessein de Dieu derrière l'histoire. Et il cherchait à comprendre comment ce qui se passait, comment ces civilisations qui naissaient, qui se développaient et qui mouraient, faisaient advenir une forme de conscience, d'une certaine manière. Je ne suis pas sûr de partager son ambition, et évidemment, je ne me pose pas très souvent la question du dessein de Dieu, je vous l'avoue franchement. Mais en revanche, je pense qu'il y a effectivement un sens à trouver. Et puis alors, pardon, mais d'une manière plus dénotative, il y a tout simplement le rôle de Dieu, alors cette fois comme institution dans l'histoire. C'est-à-dire que l'Église joue dans l'histoire de l'Occident un rôle absolument central, et je crois que s'il fallait retenir, si nous n'avions pas beaucoup de temps, et qu'il fallait expliquer à des Martiens l'histoire des 8 ou 9 derniers siècles, le meilleur angle, ce serait de l'expliquer du point de vue de la papauté et de l'Église. Ce serait, mais d'un point de vue cette fois religieux, je ne parle plus de spiritualité, là je parle de la religion temporelle d'une certaine manière, ce serait la grande explication centrale de notre histoire. Et vous croyez du coup peut-être que Dieu est intervenu dans l'histoire de France cette fois-ci? Alors, Dieu, heureux comme Dieu en France, n'est-ce pas? Dieu entretient, ou plutôt, remettons les choses à leur place, la France entretient avec le Dieu catholique une relation très particulière. Elle est la fille aînée de l'Église, n'est-ce pas? On disait cela. Le pape Jean-Paul II, d'ailleurs, a posé la question, qu'as-tu fait, France, qu'as-tu fait de ton baptême? 1980. Vous vous rendez compte, s'il était là 37 ans plus tard, je pense qu'il serait encore plus alarmé qu'à l'époque. Il existe incontestablement une dimension chrétienne et catholique essentielle dans le substrat culturel de la France. Ça, c'est absolument incontestable. Est-ce que, pour autant, Dieu a déterminé l'histoire de France? Est-ce que la Sainte Ampoule de Reims, en quelque sorte, nous protège